Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à s'entraîner pour le bac. Donc aujourd'hui, on va faire un exercice de chimie. J'ai sélectionné l'exercice numéro 2 qui est sorti en métropole en 2023, donc qui s'intéresse à une synthèse de l'arôme de banane. Et donc, bon, il y a une petite introduction dans le sujet. D'ailleurs, le sujet sera comme d'habitude en description de la vidéo. On nous donne l'équation justement qui permet de synthétiser cet arôme, qui est l'éthanoate de 3-méthylbutyl. Donc on synthétise à partir de 3-méthylbutanol et d'acide éthanoïque. Et pour la première question, on demande de représenter la formule topologique des réactifs et du produit d'intérêt. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, pour représenter les formules topologiques, on ne fait pas apparaître les carbones, enfin, on ne les écrit pas explicitement, on les symbolise par une chaîne brisée. Donc là, dans le 3-méthylbutanol, il nous faut 4 atomes de carbone dans la chaîne carbonée principale, une ramification ici, et la fonction alcool. Pour l'acide éthanoïque, on obtient ceci. Et pour l'éthanoate de 3-méthylbutyl, on obtient ceci. Et pour cette première question, il faut aussi entourer les groupes caractéristiques et identifier les familles fonctionnelles correspondantes. Donc, dans la première molécule, donc le 3-méthylbutanol, on a une fonction alcool, donc avec le groupement OH. Dans l'acide éthanoïque, comme le nom le suggère, on a une fonction acide carboxylique. Et dans l'éthanoate de 3-méthylbutyl, on a donc le carbone qui est doublement lié aux oxygènes, enfin qui est lié, pardon, à 2 oxygènes, donc l'un avec une liaison double et l'autre avec une liaison simple, et ça c'est une fonction ester. Ensuite, pour la question 2, il faut justifier que le produit P qui est obtenu, qui est écrit dans la réaction, c'est de l'eau. Donc pour ça, il faut regarder ce qui manque pour équilibrer la réaction. Et donc, on peut réécrire la réaction pour y voir plus clair avec des formules brutes. Donc, le 3-méthylbutanol, donc butane et méthyle, donc ça veut dire qu'il y aura 5 carbones, donc c'est 5, donc H12O, plus l'acide carboxylique, donc l'acide carboxylique, sa formule, ça sera C2H4O2, qui va donner donc l'éthanoate de 3-méthylbutyl, donc ça veut dire qu'on a 7 carbones. On a ensuite donc 7, 14 hydrogènes et 2 oxygènes, plus le produit P. Et donc si on fait le listing un peu des atomes qui sont à gauche et à droite, on a ici 5 et 2, 7 carbones, on en a 7 aussi à droite, tout va bien. On a 12 et 4, 16 hydrogènes, et là on en a que 14, donc il manque 2 hydrogènes. Et on a ici 3 atomes d'oxygène, et là on en a que 2 à droite, donc il manque un oxygène. Donc au final, il manque un oxygène et 2 hydrogènes. Donc on retombe bien sur ce que l'énoncé indiqué, c'est-à-dire que le produit P, c'est de l'eau. Ensuite, il faut attribuer, on nous donne les spectres infrarouges de deux produits, de 2 molécules, pardon. Donc l'acide éthanoïque d'une part et l'éthanoate de 3-méthylbutyl d'autre part, mais on ne sait pas lequel est lequel. Et donc il faut les attribuer, donc attribuer la molécule au spectre correspondant. Donc dans le spectre A, alors déjà avant de regarder les spectres, on peut regarder la différence entre les molécules. Donc ici, ce sont ces 2 molécules auxquelles il faut attribuer un spectre. Donc dans les 2 cas, on a une double liaison carbone-oxygène, on a des liaisons carbone-carbone et des liaisons carbone-hydrogène. La seule différence va se situer dans justement ce groupement OH qu'on retrouve dans l'acide carboxylique, mais pas dans l'ester. Et la liaison OH, en spectre infrarouge, elle se repère, d'après les données de l'énoncé, comme une bande large, forte et large, entre 3200 et 3700 cm-1,
et on constate la présence d'une telle bande dans le spectre A, mais pas dans le spectre B. Donc, on va pouvoir attribuer le spectre A à l'acide carboxylique et le spectre B à l'ester, par élimination. Donc ça, c'est pour la première partie, et on va pouvoir passer directement à la partie 2. Donc, dans la partie 2, on s'intéresse vraiment à la synthèse. Donc, on nous donne des données, on nous donne un protocole qui est divisé en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est d'introduire donc les réactifs dans un ballon et on fait chauffer à reflux pendant 45 minutes. Donc ça, c'est l'étape 2 et pendant l'étape 3, on lave la phase organique avec une solution de chlorure de sodium et avec une solution d'hydrogénocarbonate de sodium et on la sèche ensuite avec du sulfate de magnésium anhydre. Et on obtient à la fin une masse d'éthanoate de 3-méthylbutyl de 19,7 grammes. Et donc, il faut nommer les étapes 2 et 3 du protocole A. Donc l'étape 2, c'est là, enfin si on regarde un peu les étapes, enfin les différentes étapes, donc la première, c'est on met juste les réactifs en présence, et c'est dans l'étape 2 où on fait la synthèse à proprement parler. Donc l'étape 2, c'est la synthèse et par chauffage à reflux. Et l'étape 3, c'est là où on va extraire et laver, en fait ça va être en quelque sorte ou une étape de purification du produit. Donc là, il y a certainement différents noms qui sont acceptables, donc que ce soit extraction, lavage ou même purification. Ensuite, on nous dit que l'acide sulfurique, donc qui avait été ajouté avec les réactifs, est utilisé comme catalyseur et il faut préciser le sens du mot catalyseur. Donc ça, normalement, c'est une définition que vous avez vue en cours. Donc un catalyseur, c'est une espèce chimique qui permet d'accélérer une réaction, mais qui n'intervient pas dans la réaction bilan, enfin dans l'équation de bilan de la réaction. Ensuite, question 6, préciser l'utilité du montage de chauffage à reflux dans ce protocole. Eh bien normalement, là vu les catalyseurs, ça permet de jouer sur la vitesse d'une réaction, et c'est le cas aussi généralement de la température. On dit que la température, c'est un facteur cinétique, et généralement, augmenter la température du milieu, ça permet d'accélérer la réaction. Donc là, généralement, les synthèses organiques, elles se font avec du chauffage. Enfin, on chauffe le milieu réactionnel justement pour accélérer la réaction. Et c'est un montage de chauffage à reflux, ce qui va permettre de limiter la perte de réactifs et de produits par évaporation. En fait, comme on chauffe, il va y avoir des choses qui vont s'évaporer, mais avec le réfrigérant qui se trouve dans le montage de chauffage à reflux, on va recondenser les vapeurs pour les ramener dans le ballon ou dans la verrerie qui contient le milieu réactionnel. Donc, 2 intérêts à utiliser du chauffage à reflux: accélérer la réaction, limiter les pertes, enfin tout en limitant les pertes par évaporation. Ensuite, on nous dit que lors du second lavage de l'étape 3, donc on fait un premier lavage avec une solution de chlorure de sodium et un second lavage avec de l'hydrogénocarbonate de sodium. Donc c'est ce lavage-là avec l'hydrogénocarbonate de sodium qui conduit à un dégagement gazeux. Et il faut proposer une explication. Eh bien, pour ça, quand on n'a pas trop d'idées, on peut regarder ce qui est fourni dans les données. Et là, on nous dit que l'ion hydrogénocarbonate est une espèce amphotère, donc c'est à la fois un acide et une base. Et il intervient dans 2 couples. Donc le premier couple, c'est le couple HCO3-, CO3-, donc hydrogénocarbonate, carbonate. Et le deuxième couple, c'est CO2H2O, HCO3-. Et donc nous, là dans le milieu, on sait qu'on a de l'acide. On a mis de l'acide sulfurique, concentré en plus. Donc si on a un acide, là ici les ions hydrogénocarbonate peuvent intervenir en tant qu'acide ou en tant que base, mais là vu qu'il y a déjà un acide, ils vont plutôt intervenir en tant que base. Et donc de ce fait-là, si ils réagissent en tant que base, ils vont conduire à la formation de l'acide conjugué, qui est du dioxyde de carbone.
donc qui est d'ailleurs sous forme gazeuse, on nous le précise dans l'énoncé. Et donc, le dégagement gazeux, ça va être justement le dioxyde de carbone qui est produit par la réaction des ions hydrogénocarbonates avec l'acide sulfurique. Et donc, on peut enchaîner avec l'intérêt de cette étape. L'intérêt de cette étape, ça va être d'enlever l'acide sulfurique qui est présent dans la phase organique. Donc encore dans cette idée de purifier le produit, d'enlever le maximum de choses qui ne sont pas l'ester qu'on cherche à synthétiser, donc l'éthanoate de 3-méthylbutyl. Ensuite, il faut déterminer le réactif limitant qui est utilisé dans le protocole A et calculer un rendement. Donc pour ça, on va calculer les quantités de matière initiales qui sont introduites dans le ballon. Et pour ça, donc on nous donne des volumes, on nous donne des densités, enfin on nous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir calculer ça, on nous donne des masses molaires. Et donc on nous dit, enfin on va d'abord faire pour l'alcool, donc le 3-méthylbutanol. Donc ici on sait qu'on chauffe, qu'on introduit 22 millilitres, donc un certain volume, donc V alcool. Pour passer d'un volume à une quantité de matière, il nous faudrait la concentration. Mais là, on l'a pas, enfin la concentration molaire. Mais là, on l'a pas, donc il va falloir faire autrement. Par contre, on nous donne la densité et la masse molaire de l'alcool. Donc ici, on va pouvoir déterminer la masse d'alcool introduite en passant par la densité ou la masse volumique. Et ensuite, on pourra convertir la masse en quantité de matière grâce à la masse molaire. Donc là, pour avoir la masse, il faut multiplier le volume par la masse volumique, divisé par la masse molaire de l'alcool. Et donc là, alors, il faut faire attention à pas faire, à convertir des choses. Par exemple, les millilitres, on est peut-être tenté de les convertir en litres, mais ça risque de poser certains problèmes parce que là, on sait que la densité de l'alcool, c'est 0,81. Donc ça veut dire que la masse volumique, c'est soit 0,81 g par millilitre, soit 0,81 kg par litre. Ça revient à la même chose. Sauf que là, on a un volume qui est en millilitres et une masse molaire qui est en grammes par millilitre. Donc on a tout intérêt à garder des histoires de grammes et de millilitres. Et ça tombe bien, du coup, c'est exactement ce qu'il y a dans cette unité, 0,81 g par millilitre. Donc là, il n'y a rien à convertir. Il faut juste faire 22 fois 0,81 divisé par 88,2. Et donc ça fait 0,20 mol. On va faire la même chose pour l'acide. Et donc là, ça va être la même chose, hein, on nous donne, on a les mêmes données, donc ça va être la même formule, mais avec l'acide. Donc là, le volume d'acide fois sa masse volumique divisé par sa masse molaire. Et donc là, quand on remplace, ça fait 15 millilitres fois 1,05 g par millilitre divisé par 60,0 g par mol. Et donc ça fait 0,26 mol. Et comme dans la réaction, comme dans l'équation bilan, il n'y a que des coefficients stoichiométriques égaux à 1, on peut directement comparer les quantités de matière initiale. Donc là, la quantité de matière initiale d'alcool est plus faible que celle d'acide, donc le réactif limitant, c'est l'alcool, donc le 3-méthylbutanol. Et maintenant, il faut calculer le rendement. Donc ici, puisqu'on a, à la fin, l'avancement, il sera de 0,20 mol. Encore une fois, là, on a que des coefficients stoichiométriques égaux à 1, donc ça simplifie un peu les calculs. À chaque fois qu'on consomme une mol de 3-méthylbutanol, on synthétise une mol d'éthanoate de 3-méthylbutyl. Donc là, à la fin, la quantité de matière théorique de produit, ça va être 0,20 mol.
Mais nous, on nous donne la masse expérimentale, donc pour calculer un rendement, il nous faut la masse théorique. Et pour ça, ça tombe bien, on a à nouveau les masses molaires qu'il nous faut. Donc c'est la masse molaire du produit, enfin de l'ester, c'est 130,2. Donc la masse théorique, ça va être donc égal à la quantité de matière théorique fois la masse molaire de l'ester. Donc 0,20 fois 130,2. Et donc ça fait 26 grammes. Et donc pour le rendement, eh bien la masse théorique, pardon, la masse expérimentale, enfin pour calculer le rendement, c'est la masse expérimentale sur la masse théorique, et la masse expérimentale, c'est 19,7 divisé par 26, ça va faire 76%. Enfin 0,76, donc 76%. Donc ça, c'était pour la question 8. Et maintenant, on nous propose des protocoles alternatifs dans lesquels la première et la dernière étape sont les mêmes, mais c'est l'étape 2 qui est modifiée. Donc dans le protocole B, c'est une synthèse au four à micro-ondes. Et dans le protocole C, on réalise une synthèse avec un appareil de Dean Stark. Et ensuite, on nous demande donc de calculer l'énergie qui est utilisée pour chauffer le mélange réactionnel dans le protocole B. Sachant que nous, on nous donne déjà cette valeur pour les protocoles A et C. C'est donné juste au-dessus, c'est 4,1 fois 10 puissance 5 joules. Donc, pour calculer l'énergie, on va pouvoir utiliser la puissance du micro-ondes et puis la durée du chauffage. Donc, des watts, enfin une puissance, la 800 watts, ça veut dire qu'on consomme 800 joules par seconde. Des watts, c'est pareil que des joules par seconde. Donc là, pour trouver l'énergie, il faut multiplier la puissance par la durée. Donc là, il faut faire 800 fois 30 secondes. Et donc ça fait 2,4 fois 10 puissance 4 joules. Ce qui est beaucoup plus faible que que l'énergie nécessaire dans les protocoles A et C. Ensuite, on a un petit paragraphe sur la chimie verte. Donc la chimie verte, c'est un concept qui est apparu il y a quelques décennies pour justement essayer de faire en sorte que la chimie soit plus respectueuse de l'environnement, qu'on essaie de minimiser les énergies nécessaires aux synthèses et aux réactions, essayer d'utiliser des produits qui sont moins nocifs, que ce soit pour l'homme ou pour l'environnement. Donc il y a 12 principes et on nous en donne quelques-uns. Donc par exemple, utiliser des produits chimiques moins nocifs, donc plus sûrs, utiliser des solvants moins polluants, faire des synthèses moins toxiques, limiter l'énergie nécessaire aux synthèses, utiliser des catalyseurs et des produits biodégradables. Et en utilisant ce petit diagramme, on nous demande d'identifier le protocole qui répond le mieux aux principes directeurs de la chimie verte. Alors déjà, il y a plusieurs, enfin, dans les 3 protocoles, on utilise un catalyseur, donc l'acide sulfurique. Donc, on respecte déjà l'un des produits, mais là, la différence va surtout se faire sur les dépenses énergétiques. Puisque là, dans les protocoles A et C, on consomme 4,1 fois 10 puissance 5 joules. Alors que nous, là, on vient de calculer pour le protocole A pour le protocole B, que l'on consommait seulement 2,4 fois 10 puissance 4 joules. Donc il y a plus d'un facteur 10 de différence. Il y a quasiment un facteur 20 de différence. On consomme entre 10 et 20 fois moins d'énergie par rapport aux 2 autres protocoles avec le protocole B. Et en plus, le rendement est le meilleur avec ce protocole. Donc là, c'est du pain béni. On a un meilleur rendement et l'énergie la plus faible. Donc c'est parfait, et on peut en conclure sans doute, enfin sans aucun doute, que le protocole qui s'inscrit le mieux dans le concept de chimie verte, c'est le protocole B.
Donc voilà, c'était la dernière question de cet exercice, ce qui est synonyme de fin de vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre pour votre préparation pour le bac. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime à la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.